Bonjour à toutes et à tous, merci de retrouver Dingue de Sport après le long week-end. Ça vous a fait du bien, j'imagine. Merci pour la confiance, l'accompagnement que vous témoignez par rapport à Radio Sport FM. Continuez, merci. Dingue de Sport évoque le mondial des juniors en Pologne. Tous les représentants africains éliminés avant les demi-finales, nous en parlons. Le mondial des dames en France qui commence très mal pour les pays du continent, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun battu d'entrée. Les gaillards d'Amada Omé, plus forts que tous pour leur première Akpalimé, ils remportent l'édition 2019 du tournoi des retrouvailles de Sergio Sport. Tiaba 2019, dans l'histoire, l'on retiendra le coup double du Togo dans les deux tableaux. Et puis, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations de football, toute l'Égypte en mode Cannes. La compétition commence dans exactement 10 jours au pays des pharaons. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aristide Kouevidien, Prosper Agbouklou, Angelo Folikoué. Nous n'oublions pas de vous dire que la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon. Dingue de Sport est mise en onde par Anas PM. Bienvenue. Angelo Foliko est en studio, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe déjà à l'international avec cette Coupe du Monde des dames. Et les représentants africains commencent très mal. Le Nigeria, battu par la Norvège, l'Afrique du Sud, battu par l'Espagne, et puis le Cameroun, battu par le Canada. Ce n'est pas l'entrée qu'on peut souhaiter aux représentants africains à la Coupe du Monde. Bon, c'est une compétition où on peut dire... si toutes les nations que vous venez de citer, entre autres, sont arrivées, c'est parce qu'elles le méritaient. Et donc, elles se devraient normalement de hausser leur niveau de jeu et surtout d'avoir un certain résultat probant face à leurs adversaires. Maintenant, chronologiquement parlant, on sait que l'Afrique du Sud n'a pas du vécu. En ce qui concerne le football féminin, les Banyana sont, à mon humble avis, en apprentissage. Et donc, elles n'ont pas forte ambition à pouvoir titiller ses adversaires dans le groupe, mais même prétendre à un ticket pour les huitièmes de finale. Quant au Nigeria, qui reste quand même la sélection la plus titrée sur le continent, je pense qu'elle est souvent attendue à ce genre de rendez-vous, sauf que la dernière fois, je pense qu'elles ont joué avec beaucoup de maladresse. 3-0 déjà. Preuve, oui. Et puis, quand vous voyez les buts encaissés, vous rendez compte que ce sont elles-mêmes qui ont fait des autogols, entre autres, la cohésion qui n'est pas encore forcément au rendez-vous. Hier, on a suivi le Cameroun pour sa première sortie face au Canada. Cette équipe, elle avait certes un bloc défensif en place, mais difficilement on arrivait à nourrir les attaquantes dont Ngana Mouet et toutes les autres. C'était compliqué pour elles de pouvoir aller titiller cette équipe canadienne qui était tactiquement et techniquement au-dessus de la sélection camerounaise. Je pense que pour le Cameroun, ça doit être une déception frustrante parce que normalement, elle avait l'occasion, même la place, ne serait-ce que de prendre le point du nul. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il reste encore 2 matchs de poule. On peut dire qu'elles ont encore leur carte en main. En tout cas, le Nigeria dans le groupe de la France, un groupe très compliqué. On retrouve, on va dire, la France, pays hôte, la Corée du Sud et puis la Norvège. Voilà, c'est pas facile d'avoir son ticket pour le tour suivant, mais on verra bien. Lorsqu'on jette un regard sur les prochaines sorties de ces sélections, par exemple le Nigeria qui attend la Corée du Sud, ce sera un match entre les deux perdants de la première journée. Ensuite, l'Afrique du Sud va tenter de défier la Chine et les Pays-Bas jouent contre le Cameroun. Oui, je pense que le Nigeria a aussi sa carte à jouer, même si c'est vrai, à part l'équipe de Corée du Sud, il va falloir s'affronter également à un ogre qu'est la Norvège. Et donc, on peut-être penser que ça va être compliqué, mais on reste en football. Les circonstances d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Donc, c'est à elles d'y croire et surtout de mettre en place un système histoire de pouvoir composter leur ticket. Quant à la formation camerounaise, je pense qu'elle a encore de la chance parce qu'il reste encore 2 matchs pour cette formation du Jumfa. Donc, quand on voit Ngana Mouet hier qui n'était pas certes titulaire au début, mais qui est arrivé avec un regain de forme, vivement que lors du deuxième match qu'elle soit titulaire et apporter une certaine fraîcheur physique en attaque des Lions indomptables. Maintenant, l'Afrique du Sud, sincèrement parlant, je le dis encore une fois, elle est venue pour apprendre. On ne va pas leur demander de faire autant d'efforts pour créer une sensation. Elles vont essayer.
Parce que n'oublions pas que dans les autres nations, il y a du football féminin qui se fait avec une très bonne organisation et surtout suffisamment de moyens mis en place. Quand vous allez aux États-Unis, il y a tellement de licenciés dans cette discipline. En Norvège, n'en parlons pas. En Allemagne, c'est la même chose. La France, aujourd'hui, essaie également de suivre le rythme, notamment en organisant cette compétition à domicile. Et donc, quand on voit toutes ces nations que je viens de citer, on se rend compte que ce sont elles qui ont envie d'aller loin, qui ont envie d'aller encore inscrire leur nom au palmarès de cette Coupe du Monde. Voilà, les tenantes du titre, les Américaines, voilà, elles sont là, elles sont les stars de cette compétition. On va dire qu'elles sont venues pour gagner, pour conserver, on va dire, leur titre. Elles en ont les moyens au vu de tout ce qui entoure cette équipe lorsque vous les voyez. Elles sont arrivées avec, on va dire, beaucoup d'encadreurs, du matériel. Tout le monde a envie de les voir. Oui, Les oui. Américaines, Non, mais il n'y a oui. rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'à un certain moment, elles ont compris assez tôt, depuis surtout la Coupe du Monde 1994, qui a été organisée À par la les maison, États-Unis. oui. C'était sous la présidence Clinton. Il avait saisi à bras le corps ce projet. On a mis des stades à disposition, on a mis en place des structures et surtout des moyens pour développer ce qu'ils appellent là-bas le soccer, et au niveau masculin et au niveau féminin, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit en Coupe du Monde, les États-Unis sont souvent présents. Et donc, je ne suis pas surpris quand on voit l'engouement que cette sélection-là suscite. Vous l'aviez dit, ce sont aujourd'hui les stars de cette compétition. Tous les fans veulent aller voir Alex Morgan et tous les autres prendre des photos, histoire même d'assister à leur match. C'est aussi ça, être une figure de pro. Lorsque vous avez la possibilité de saisir une discipline et d'en faire, je dirais, une certaine locomotive, vous mettez les moyens. Aujourd'hui, les États-Unis sont loin devant d'autres nations qui essaient d'emboîter le pas, notamment la France, qui a aujourd'hui des milliers de licenciés. Quand on voit par exemple sur le plan européen, Lyon, qui est plusieurs fois championne d'Europe, ça montre à suffisance qu'à ce niveau de l'Hexagone également, on aime cette discipline, on estime que le football féminin a également de l'avenir. Voilà, la fête du football féminin sur le plan planétaire, c'est en France. L'Hexagone, ça se poursuit là-bas. Et lorsqu'on revient à un autre mondial, à une autre Coupe du Monde, celle des moins de 20 ans qui a lieu en Pologne, on remarque que à l'étape des demi-finales, aucune sélection africaine n'est présente. Ils étaient, on va dire, ces pays africains étaient, on va dire, trois au départ. Il y a le Nigeria, il y a le Sénégal et le Mali à l'arrivée. Le Nigeria n'a pas tenu, on va dire, en huitième de finale. Le Mali s'est fait éliminer par l'Italie 4-2, puis le Sénégal par la Corée du Sud 3 partout à l'issue du temps réglementaire et 3-2 dans les épreuves fatidiques des tirs au but. Voilà le bilan qu'on peut faire des représentants africains. Oui, ça ressemble à un véritable fiasco. Mais je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui expliquent cet état de choses du football africain chez les jeunes. Mais d'abord, il faut reconnaître que sur le continent, combien de pays aujourd'hui ont une politique de développement du football des jeunes? Combien de pays aujourd'hui mettent en place un véritable championnat de jeunes? Et quand c'est comme ça, je pense qu'on ne peut pas avoir suffisamment de la relève et permettre à ce que ces jeunes-là nous donnent des résultats probants. Maintenant, quand on revoit un peu dans le rétroviseur, on se rend compte qu'en 2017, il y avait déjà 4 pays, la Zambie, la Guinée, le Mali et puis, je pense, le Nigeria, qui étaient arrivés à cette compétition.
le profil tactique qu'on doit mettre en place pour une compétition. Ça fait mal, mais au même moment, quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte que Franck Nougnama, le travail ou le succès aujourd'hui dépend du travail qu'on fait en amont, et quand ce n'est pas fait suffisamment, il y a de gros soucis. Et seul le Ghana a pu réaliser l'exploit de gagner cette compétition avec la génération des Aïou en 2009. Voilà, et c'était un exploit, hein, et pour une première pour le continent. Et depuis, on ne retrouve plus des Africains, surtout en finale, qui puissent, on va dire, succéder au Ghana. On ne voit plus rien. La question, elle est pertinente. Et lorsqu'on on s'interroge vraiment sur la question, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes, pratiquement à tous les niveaux. D'abord, au niveau de la formation. Vous voyez, tous les jeunes joueurs qu'on a aujourd'hui sur le continent, qui sont dans des centres de formation. Quand vous voyez sa prognate, vous voyez son physique, vous vous rendez compte que ce n'est pas un jeune de 18 ans. Et malheureusement, c'est l'âge qui figure sur le passeport. Que faire? Et lorsqu'on est sur le terrain, vous rendez compte que les performances des équipes ne sont pas les mêmes. Et souvent, ces équipes-là qui ne trichent pas, ce sont elles, heureusement, qui vont loin. Vous parlez tout à l'heure de l'Ukraine. L'Italie est également là. L'Équateur est également présente pour ce dernier carré. De toutes les façons, quand on voit le carré d'as de cette compétition, Franck Nougnama, aucune équipe n'a encore remporté, je dirais, cette compétition quand on voit juste les 4 qui sont là pour l'instant. Oui, l'Angleterre même qui détient le titre n'est même pas là. Voilà, on va pouvoir rester en international pour parler de quelqu'un que vous connaissez parfaitement, Tony Parker. Il a décidé de boucler avec sa carrière de basketteur. Il est français.
Il a fait, on va dire, 17 saisons en NBA. Peu de personnes, peu de joueurs ont pu réaliser ça, mais il a réussi à le faire avec les Spurs, les San Antonio Spurs, avec qui il a gagné des titres en NBA. Et puis, la dernière fois, on va dire, son dernier challenge, c'était avec les Charlotte Hornets. Oui, il a décidé de mettre fin à sa carrière. Je pense que souvent, lorsque ça vient, Franck Lugnement, c'est une décision bien mûrie. Vous le dites souvent, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Avant que les choses ne vous quittent. Je pense qu'il a suffisamment mûri cette décision. Tony Parker, 37 ans, il n'est pas aussi âgé que ça. Ouais. Mais on se rend compte que lorsque on jette un coup d'œil dans son palmarès, c'est énorme. C'est énorme. 4 titres de NBA, le titre de MVP des finals en 2007, oui. Premier joueur européen à remporter une bague. Et on se rend compte également qu'il a apporté, on peut dire, une certaine vie au basket français qui n'existait pas depuis plusieurs années. Et au San Antonio Spurs, il a permis à déclencher, je peux dire encore une fois, l'amour pour cette discipline qu'est le basketball, avec Manu Ginobili, l'Argentin, Tim Duncan, l'Américain. C'était un trio formidable, entraîné par Greg Popovich. Je pense qu'il fait bien de mettre fin à cela. Heureusement qu'il ne quitte pas le monde du basket, parce qu'il a un club qui s'appelle Asvel, dans lequel il est pratiquement propriétaire, oui, actionnaire majoritaire, oui. Le président. Et donc, il va créer bientôt une école de basketball en son nom. À Lyon. Voilà, histoire de perpétuer la pratique de la balle orange et pourquoi pas de son centre sortir de futurs parkers pour la France. C'est du bien tout simplement. Lorsqu'on a une telle carrière, on ne peut que s'apprécier. Tony Parker, voilà, on ne va plus les voir sur les parquets, mais on le verra toujours dans le basket, puisqu'Angelo vient de le dire, il est le président d'Asvel en France et puis il va créer bientôt une école de basketball en septembre prochain d'ailleurs, en France, à Lyon. Et nous allons parler Coupe d'Afrique des Nations et la CAN qui s'ouvre dans exactement 10 jours au pays des Pharaons. Et très attendu donc les Pharaons d'Égypte pour un autre titre continental, pour un autre sacre continental. Les Mohamed Salah et autres sont vraiment, vraiment attendus. On va commencer par parler de l'Égypte qui accueille cette compétition, une première à 24. Oui, une première à 24 pays, pas à 29, à 24. Oui, le défi est immense puisque l'Égypte a été vraiment choisie au dernier moment, puisque le Cameroun, qui était l'organisateur désigné, n'a pu combler les exigences de la CAF. Le pays hôte, c'est l'Égypte, c'est un grand pays, les infrastructures sont là, mais ce qui fait parler les gens, c'est un peu cette instabilité qui, on va dire, s'abat sur ce pays depuis un bon bout de temps. On essaie quand même, on va dire, de réduire ça, mais la dernière fois, les djihadistes ont encore frappé dans le Sinaï. Oui, je pense que c'est la récurrente question qui sera sur le tapis par rapport à cette CAN inédite à 24. Et puis, vous l'aviez dit tantôt, qui a été accordée à cette équipe, à cette nation qu'est l'Égypte, après voilà, les conditions d'avancement plus ou moins réussies du côté du Cameroun. C'est quand même un défi. Pour moi, ça doit être un défi pour les autorités égyptiennes. Et sûrement qu'ils ont dû mûrir cette idée. Ils l'ont mise sur, je dirais, la table des discussions avec le président de la CAF et tout, son Bataclan, au niveau du comité exécutif. Surtout, avoir la garantie d'une sécurité maximale et surtout draconienne lors de cette CAN. C'est vrai que peut-être on pourrait assister à des images avec des forces de l'ordre par-ci, par-là, des barricades. Bon, ce sont des choses qui arrivent même dans les grandes compétitions, que ce soit les Jeux Olympiques ou soit la Coupe du Monde. On remarque qu'il y a quand même une sécurité, mais là, au niveau de l'Égypte, ça va être plus corsé. Espérons tout simplement que ça ne va pas inhiber, je dirais, l'ambiance et surtout la ferveur de cette nation, parce qu'on parle de l'Égypte qui est un grand pays de football, hein. Nous ne l'oublions pas, une sélection qui a déjà gagné 3 fois de suite, 3 fois de suite la CAN, 2006, 2008 et 2010, ouais. Et qui a déjà même accueilli cette CAN également par 3 fois par le passé. Et donc, les infrastructures, on en aura. L'autre inquiétude pour moi, ça reste la participation du public égyptien
dans les stades. C'est-à-dire que, est-ce que on va assister à deux clichés, c'est-à-dire lorsque l'Égypte joue, les stades sont pleins. Ce sera plein à craquer. Et lorsque l'Égypte ne joue pas, est au repos, le stade est vide. Et souvent, on demande aux militaires et aux anciens combattants, aux hommes de réserve, de venir remplir les tribunes. C'est ce qui se fait. Oui, justement. Donc, on attend de voir si ça va être une réussite sur ce point-là, mais on estime quand même que la plupart des billets ont été déjà vendus et on espère qu'il y aura quand même une très belle fête de la Coupe d'Afrique et surtout que c'est à 24. Je pense qu'il y aura quand même des surprises. Alors, est-ce qu'on peut parler des Pharaons un tout petit peu au vu de tout ce qu'ils font avec les joueurs dont ils disposent? En tant qu'ancien sélectionneur de cette équipe ou bien quelqu'un qui a gardé des choses contre la sélection algérienne qui évolue dans le groupe C aux côtés du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie. Oui, vous le dites si bien, peut-être, qui sait, c'est une dent qu'il a contre son ancienne sélection. Mais bon, c'est aussi quelqu'un qui connaît bien le football africain. Hein. Quand on est algérien, on maîtrise pratiquement mieux les réalités de l'Égypte, de la Tunisie, des autres pays maghrébins. Et oui, vous parlez de cette poule C avec le Sénégal également qui a ce coffre-là d'aller chercher, pour moi, pour une première fois, ce trophée. Souvent, nous faisons les débats, nous décortiquons les matchs, mais on se rend compte que depuis que la CAN existe, le Sénégal n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont eu l'occasion en 2002, je pense, de disputer une finale. Et dans la suite, ils sont allés à une Coupe du Monde, mais malheureusement, cette génération dorée n'a pas su composter on peut dire cette cohésion, cette embellie-là du côté des Lions de la Teranga. Mais j'espère qu'avec Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Malang Sarr et tous les autres, ils vont essayer cette fois-ci d'être unis, parce qu'il y a un problème également d'ego qui ne dit pas son nom du côté des Lions de la Teranga. J'espère qu'ils feront taire tout ça et permettre à cette sélection d'aller un peu plus loin dans cette compétition. Je pense qu'il y a dans ce groupe, il y a la formation du Kenya également qui est là, le groupe C, le Kenya aussi, oui, qui a envie d'apporter, je peux dire, un certain renouveau à cette équipe, à cette compétition, sans oublier l'équipe de la Tanzanie, emmenée par un certain Emmanuel Amunike, qui, on le connaît très bien avec le Nigeria entre-temps. C'est l'international nigérien. Exactement, qui a envie de créer une belle surprise lors de cette compétition. En tout cas, vivement la CAN. C'est exactement dans 10 jours, on va en parler jusqu'à l'ouverture de cette compétition, comme toujours sur la référence sportive avec les plateaux de la CAN, les journaux de la CAN, Angelo. Oui, il y a un cas particulier qui brûle les lèvres depuis pratiquement 2-3 jours, c'est le cas du Mali. Le Mali qui pourra être sanctionné. J'ai dit qu'il pourrait être sanctionné par la FIFA parce que, à l'heure où nous parlons, le Mali n'a toujours pas de comité exécutif au niveau de la FIFA, de la fédération. Ça fait quoi, depuis 2 ans que le Mali n'a plus de championnat. Et donc, le comité de normalisation mis en place depuis pratiquement quelques mois par la FIFA n'arrive pas
à faire table rase de tout ce qui se passe et surtout à rassembler les fils maliens autour d'une table et surtout trouver un consensus. À partir de là, on pourrait avoir une compétition à 23 au lieu de 24, si jamais d'ici là, il n'y a pas de solution. On annonce la visite de Ahmad dans 2 jours à Bamako, histoire d'aller, pourquoi pas, trouver des solutions. Mais si jamais on ne trouve pas de consensus, le Mali pourrait être sanctionné par la FIFA et ne plus participer à la CAN. Aïe, 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 ça va faire très mal, mais pour la beauté du football, on souhaiterait avoir les 24 pays, à savoir que le Mali se retrouve dans le groupe E, oui, avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Angola. Il faut que les Maliens fassent, on va dire, table rase de tout ça et que la jeunesse puisse prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et on revient au Togo avec ce tournoi de beach volley féminin organisé par la Fédération togolaise de volleyball, appuyée surtout par Nathalie Noamechi, qui, vous le savez, a gagné le trophée CIO Femmes et Sport en 2019 pour l'Afrique. Et au sortir de ce tournoi de beach volley, elle s'est prononcée. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis la lauréate du trophée CIO Femmes et Sport 2019 pour l'Afrique. Et donc, c'est pour célébrer ce trophée avec ma grande famille du volleyball, des personnes qui m'ont aidé. Donc, ce trophée, c'est à nous tous. C'est une manière de célébrer le trophée, de remercier tous les acteurs du volleyball pour ce trophée. Nous sommes à la fin, on va dire, ce tournoi. Bilan satisfaisant? Je suis très très contente. Nous avons un bilan assez positif. Le beach volley se joue 2 à 2. On a 18 paires chez les seniors et chez les juniors, nous avons 6 paires. Donc nous avons une cinquantaine de joueuses qui ont participé au tournoi. Et c'est une réussite. Donc la première réussite, c'est au niveau de l'effectif. La deuxième réussite, c'est la délocalisation du tournoi sur ce terrain du premier bir à Agoué. Le beach, généralement, ça se joue dans le sable et nous avons l'habitude chez nous de le faire à la plage. Mais nous avons ce beau complexe ici à Agoué et c'est une première et avec le cadre qui a été bien décoré. Nathalie Noamechi, Nathalie Diatoubé, si vous voulez le nom complet, Nathalie Diatoubé, Noamechi, voilà, qui réagissait au micro de Juanita Blavotri. Et on va rester avec les sports demain et on parlera du Tiaba et le Togo qui, dans le registre masculin, a réalisé une victoire 25-16 aux dépens de leur homologue du Ghana. Joueurs, jouer, se faire plaisir tout en affichant l'esprit du fair play. C'est ce qu'on retient dans les propos d'Aïté Ekoué, l'entraîneur de la sélection masculine du Togo. Un tournoi de retrouvailles d'amitié, on l'a voulu jouer dans un esprit de convivialité, de fair play, pour faire prouver à nos jeunes frères, nos enfants, qu'en sport, il faut le fair play. C'est tout. Que nous avons aussi du beau reste à faire valoir sur le terrain. Le Ghana avait une équipe physique, vous l'avez constaté sur le terrain. Nous avons plus de 50 ans, 60 ans. Ils sont beaucoup plus jeunes que nous, puissants physiquement. C'est ça qui a fait un peu la différence. Mais on a opté pour le jeu rapide. C'est ça qui a fait que nous avons, dès le départ, créé la différence pour pouvoir s'imposer finalement à la fin. Et voilà, Ité Ekou est l'entraîneur de la sélection masculine du Togo. Et chez les dames, on salue l'effort de toute l'équipe qui a relevé le défi de conserver le trophée. Écoutez, Léontine Noutibé, présidente de l'association des anciennes basketteuses du Togo. Nous voulions garder la coupe. Nous avons tout fait pour pouvoir la garder. Pour nous, c'est une logique et nous avons mis le paquet pour pouvoir garder la coupe au Togo. Nous l'avions ramenée du Bénin et logiquement, nous voulions que ça reste. Depuis plusieurs années, on a toujours eu la coupe fair play. Notre équipe est vieillissante et il y a beaucoup d'anciennes basketteuses qui sont capables de jouer depuis l'année dernière. Elles ont joué au Bénin, elles ont continué à jouer et nous espérons que toutes celles qui cessent de faire des compétitions et qui ont l'âge de participer aux compétitions des anciennes basketteuses, c'est-à-dire qui ont 35 ans et plus, sont les bienvenues. Nous demandons à toutes les anciennes basketteuses de venir nous rejoindre. Le fait d'avoir 35 ans et plus. Nous nous retrouvons tous les samedis matins et nous jouons et nous continuons de garder la forme. Dans notre tête aussi, c'est très bon pour ne pas vieillir trop vite.
Léontine Noutigbe, présidente d'Abato. Le tournoi international des anciens basketteurs d'Afrique a pris fin. C'était le week-end. C'est bien pour le Togo qui réalise un coup double dans le tableau masculin et féminin. Ça fait du bien de pouvoir retrouver ceux qui avaient joué dans le temps et autres. Ah oui, je pense que surtout pour la jeune génération, ils ont eu souvent à entendre tel nom, telle prouesse, telle performance pendant telles années. Et je pense que c'est une très bonne chose de se retrouver, surtout qu'il n'y a pas que les anciens basketteurs togolais. Il y en a également qui sont venus du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, même du Congo. Tout ça fait des retrouvailles bon enfant et c'est magnifique. Je tiens quand même à saluer une telle initiative. On le voit certes au niveau du football, là au niveau du basket. Ce serait bien encore d'élargir vers d'autres disciplines que sont le volleyball, le ping-pong, le tennis même classique et d'autres disciplines, histoire de toujours revivre les anciens bons moments et comme je l'ai dit tantôt, permettre à la jeune génération de s'inspirer de ce qui s'est fait avec les conseils. Mais au-delà de ça, je pense que ces anciens basketteurs doivent également mettre en place, je pense, une certaine cellule de communication, même de pouvoir défendre certaines idéologies. Vous reconnaissez que ça fait plusieurs années, des décennies qu'on n'a même pas un rôle de sport. Et donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Moi, je me suis posé la question, pourquoi avoir choisi, notre terrain de basketball pour un tel événement. Bon, on nous a fait comprendre que le terrain n'importe peu, mais je dis c'est faux. Le terrain n'importe pas peu. Quand vous allez au Sénégal, vous allez au Bénin, vous allez au Ghana, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina Faso. Dans ces pays-là, il y a au moins un rôle de sport où on peut pratiquer soit le volley, soit le basket, soit le handball, même s'il pleut. Mais malheureusement, chez nous... C'est quand même bizarre de savoir que le Togo n'a pas encore une salle, un hall de sport. C'est incroyable. Ça s'explique comment? Non, mais moi, j'ai pas de mots pour l'expliquer. La dernière fois, le Sénégal a sorti un hall de sport ultra moderne à coût de 2 milliards de francs CFA. Vous pensez que 2 milliards de francs CFA, ça dépasse le Togo? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un véritable manque de volonté et à partir de là, ça nous pénalise. Ça pénalise les athlètes, ça pénalise ceux qui pratiquent les sports de main. Lorsqu'il pleut, par exemple, lorsque vous allez au municipal, mais attendez, vous ne pouvez même pas d'abord franchir le portillon et aller ou accéder aux différentes, je peux dire, enceintes, que ce soit le hand, le volley ou le basket. Même quand il pleut au basket, vous avez du mal. Le jeu même est arrêté. Il va falloir maintenant essuyer le tartan. Je peux bien appeler ça même le tartan, mais bon. Mais ça commence par se dégrader d'ailleurs. Beaucoup parlent d'entrepôt. Merci. Justement, c'est le mot qui est utilisé. Ouais. Mais je pense qu'il peut y avoir cette forme-là de lobbying, de discussion autour de cette problématique, parce que à l'heure où nous parlons, ça fait quand même mal. Et c'est honteux que jusqu'à présent, au Togo, on n'ait pas ne serait-ce qu'une salle, un hall de sport, et dire que récemment, très bientôt, il y aura, le Togo va accueillir une compétition en handball je pense, un championnat d'Afrique de la zone 2 et 3. Et sur quelles installations, Franck Lunyama? Celle qui est là. Si jamais il continue, il pleut, et alors on est en saison pluvieuse. Milao Agbado. C'est grave, c'est très grave. C'est grave, mais bon, il faut dire qu'il y a un engouement autour de ce tournoi international des anciens basketteurs d'Afrique. Lorsque vous voyez un peu le nombre de pays qui est arrivé, c'est quand même intéressant. Oui, je pense qu'il faut féliciter le président du comité d'organisation, Tony Dalmeida, et puis toute sa suite. Je pense que c'est un travail fait suffisamment en amont. Hein. Il y a eu plusieurs communications, une organisation assez bien huilée. Voilà pourquoi même ceux qui ont été du côté du municipal ont témoigné qu'il y avait du monde samedi et dimanche. Ça prouve à suffisance que lui-même étant ancien basketteur et surtout ancien président de fédération, il a su mettre en place beaucoup de moyens pour pouvoir vraiment donner un cachet spécial à cette compétition ou à ce tournoi. Et ils ont refusé de parler de compétition parce qu'il n'y a pas de trophée au bout, mais c'est un tournoi de retrouvailles. En tout cas, félicitations et vivement
2020 pour Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Et ça a été intéressant. Les gens ont témoigné. En tout cas, félicitations au comité d'organisation conduit par Tony Dalmeda. Et parlons maintenant de la 12e édition du tournoi des retrouvailles, comme toujours à Palimé. Et c'est l'AS Royal, les Gaillards d'Amadaomé qui ont remporté cette 12e édition. Et d'entrée, qu'est-ce qu'on peut dire, Angelo Folico? Vous y étiez. En gros, une réussite, puisque l'événement, certes, a été annoncé et finalement ça a eu lieu. Et donc, je pense que globalement, on peut dire que la 12e édition est rentrée dans l'histoire avec la première participation de la formation d'AS Royal d'Amanda Romé, qui du coup réalise le doublé en remportant le trophée du vainqueur. En plus de ça, le trophée le plus, on peut dire le plus convoité, celui du fair play, parce qu'après tout, ce sont des gaillards qui se retrouvent, des joueurs âgés au moins de 45 ans et plus. À partir de là, vous comprenez que les enjeux ne sont pas les mêmes quand on se retrouve avec des joueurs âgés entre 20, 25 et 30 ans. Voilà, alors, est-ce qu'il s'est posé un problème d'âge, non? Quand on jette un coup d'œil au niveau du règlement, il est possible que chaque équipe puisse intégrer au moins 4 joueurs âgés de moins de 45 ans. Et donc, en gros, il n'y a pas eu, on peut dire, de grabuge ou de contestation par rapport à ci ou par rapport à ça. Donc, je pense que des équipes qui viennent en avance, le reste, ils s'en imprègnent et ils prennent encore soin de pouvoir venir en mettant à carreau toutes ces personnes qui auraient souhaité faire telle ou telle revendication. Moi, je pense que c'est une question de responsabilité et puis d'organisation. Bon, heureusement que tout est allé bien et à la fin, c'est AS Royal qui a gagné le trophée. Comment se fait-il justement que c'est les gaillards d'Amadaomé qui n'étaient même pas attendus, qui sont là pour la première fois? Mais je pense que très vite, elle s'est sentie capable de pouvoir damer le pion aux autres équipes. Wisdom, par exemple, qu'elle a battu en finale, elle avait déjà pris le dessus cette équipe-là de Jérôme Sossou en match de poule 2-0. Et donc, ce n'est que bis repetita en finale. En tout cas, Gaillard d'Amadaomé, AS Royal, première tentative, première victoire au cours de ce tournoi des retrouvailles. Nous allons d'ailleurs écouter cette équipe qui a battu en finale Wisdom 1-0, l'entraîneur adjoint de cette équipe, Messa Banyamba. On ne peut pas penser prendre cette coupe pour la première participation. Mais vous savez, le football, à cette manie, nous sommes venus juste pour faire une figuration et on a essayé, ça a marché. Quand on était venu, l'objectif était même de faire une figuration. Mais quand on a commencé la compétition, on a constaté qu'on pouvait développer les actions par rapport aux autres équipes. Là, on a saisi l'occasion et je dirais qu'on a été supérieur à tout le monde. L'équipe a été
construite il y a à peu près 6 ans. Nous n'avons jamais participé à une compétition. Nous avons une fois essayé à Takpamé un tournoi de 8 équipes. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on devait essayer de voir qu'est-ce que ça devait donner. Et c'est un coup de maître qui a marché. Nous avons pris 2 joueurs à Avedi, 2 joueurs à Afoka, en plus des joueurs de l'As Royal. Avedi est proche de nous. Comme il ne participe pas, on a souhaité solliciter l'un de leurs joueurs pour... Ça m'a étonné, je ne m'attendais pas à voir certains spectacles ici. On a vu des anciens joueurs qu'on ne croyait même pas à leur niveau, mais ils jouent comme si c'était des joueurs de 15 à 16 ans. C'était beau. Voilà, l'entraîneur adjoint de AS Royal, Gaillard Dama Dahomey, Messan Banyamba à l'instant, interrogé justement par Angelo Folico. Le capitaine Kenou Akapo Kodjo accepte avec fair play la victoire de Gaillard Dama Dahomey. La première impression, c'est l'organisation. L'unité, la plus qui est arrivée, elle a réussi, elle est belle. Pour la finale, on ne dirait pas qu'aujourd'hui on a monté l'âge à 45 ans au maximum pour tout le monde. Mais c'était bon, on a aimé. Même si on a perdu, dessus c'est normal parce qu'on a été battu. Mais c'est tout un méli-mélo de gens concoctés de l'Est à l'Ouest qui fait que ils ne peuvent pas faire mieux. Voilà, à l'instant, Kenou Akapo, l'entraîneur de Wisdom, à l'instant. Et pour une première participation, c'est une réussite totale. Pense là-bas à Yao, attaquant d'AS Royal Dama Dahomey, buteur en finale. Mon sentiment, c'est que c'est la grâce de Dieu. Dans le football, il y a la chance. Pour la finale, c'est la chance qu'il a apportée. Premier match, sans marquer de but. Deuxième match, sans marquer de but. Mais par la grâce de Dieu, demi-finale, finale, j'ai marqué 2 buts. Fier d'être un joueur d'AS Royal. Oh, j'ai apprécié. C'est ma première participation. L'organisation s'est bien passée. Je remercie beaucoup Sergio pour ce qu'il fait pour le Togo et le football togolais. Le match le plus difficile, c'est le deuxième match contre Wisdom. Ça a été difficile, mais je n'ai pas marqué. Mais par la grâce de Dieu, demi-finale, finale, j'ai marqué 1 but. Et la finale, 1 but aussi. Le secret d'AS Royal, c'est l'union, la cohésion, l'harmonie dans l'équipe. À l'instant, là-bas, à Yao, c'est le grand frère. Non, pas Dima Olawene, pardon. Dima Olawene qui était là, certes, qui n'a pas joué, mais qui était quand même là en tant qu'observateur et amoureux du ballon. On vous le dit si bien. Je pense que c'est une très bonne chose. On l'a dit tantôt, il faudrait que les autres disciplines également arrivent à emboîter le pas à cette compétition où on retrouve les anciennes gloires du foot togolais. Et là, ça va permettre quand même à la jeune génération d'aller encore voir les gestes techniques, les combinaisons, les contrôles, les passes, tout ça, c'était quand même bien. La finale, certes, il y avait une grande pluie, mais bon, ça fait partie également du spectacle. On est dans le grand cloto. La pluie ne prévient pas. Pour cette compétition, la déception reste les clubs de Nachtigal, qui était finaliste l'année dernière, qui cette année a terminé dernière de sa poule. Donc ça reste quand même une déception, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer en matière d'organisation pour les prochaines années. D'après le promoteur, l'année 2020 ce sera à Tapamé. Donc ça veut dire qu'il y aura encore des kilomètres à parcourir en plus de Palimé, et sûrement que ça nécessite des moyens. En tout cas, félicitations à toutes ces équipes-là qui ont fait le déplacement. Et puis une dernière chose, j'ai rencontré un monsieur qui est âgé de 71 ans et qui continue à jouer au football. Vraiment. 71 ans. Vraiment. Et qui a reçu le trophée du doyen d'âge. Et pour lui, il dit que le football, ou bien le sport, c'est le meilleur médicament. Il n'y a rien à faire. Et c'était quand même assez magnifique de rencontrer de telles personnes durant cette compétition. 71 ans, s'il vous plaît. Continuez par faire, ou bien commencez par faire du sport. Hein. Anas, faut commencer par faire du sport. Et l'homme, le sport, c'est très important. Et là, il faut dire que le tenant du titre, les Gaillard d'Avedi, n'était pas au rendez-vous. Vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé?
Oui, nous sommes allés aux informations. Il n'y avait pas un grand argument. Ils n'ont juste pas voulu s'engager cette année. Et ils ont leurs raisons propres. Il faut rappeler qu'au niveau du palmarès, c'était l'équipe qui a remporté l'édition 2017 et 2018. Et donc cette année, sans être là, ils ont passé le flambeau à AS Royal d'Amanda Romé. Plus curieusement, c'est dans la même périphérie. Amanda Romé à Véji. C'est pas aussi loin. C'est pas aussi loin. Et donc, je pense que le trophée reste dans la périphérie. C'est quand même magnifique pour À très bientôt.